Phil Collins a un jour admis « Je pense qu'il est devenu à la mode de me détester. Je comprends. Je n'étais pas cool. » Cette simple phrase en dit long sur les étranges contradictions de sa carrière. Voici un homme qui a vendu plus de 100 millions de disques, rempli des stades et est devenu l'un des batteurs et chanteurs les plus reconnus au monde. Pourtant, malgré tous ses triomphes, il est devenu une cible facile, moqué par les critiques, rejeté par les artistes plus jeunes et parfois même rabaissé par les héros qu'il avait autrefois idolâtrés. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que Collins se souvenait de ces moments. Derrière le sourire poli et l'humour autodérisoire se cachait quelqu'un qui portait pendant des années la douleur des insultes et des déceptions. Et lorsqu'il a finalement parlé de tout cela, les noms qu'il a révélés n'étaient pas seulement surprenants. Ils ont mis en lumière une histoire plus profonde, faite de respect, d'ego et des divisions douloureuses de l'histoire de la musique. Paul McCartney, de l'adoration héroïque à l'amère déception. Pour Phil Collins, les Beatles étaient des dieux. Adolescent dans les années 1960, il les vénérait comme des millions d'autres. En fait, il a même réussi à faire une apparition dans A Hard Day's Night en 1964, criant dans la foule pendant la scène du concert. Pour un jeune batteur en herbe, ce moment était inoubliable. Collins a gardé ce rêve vivant au fur et à mesure que sa propre carrière grandissait, d'abord avec Genesis, puis en tant que superstar solo. Mais lorsqu'il a finalement rencontré Paul McCartney, la rencontre l'a marqué d'une façon à laquelle il ne s'attendait pas. En 2002, le Royaume-Uni célébrait le jubilé d'or de la reine Élisabeth II, avec la présence des plus grandes stars de la musique et de la culture. Collins, alors l'un des musiciens les plus célèbres au monde, croisa McCartney dans les coulisses. Il l'aborda avec respect, tenant une première édition de la biographie The Beatles de Hunter Davies, espérant la faire signer. Pour Collins, il ne s'agissait pas de collectionner des souvenirs, mais de montrer du respect à quelqu'un qui avait façonné sa vie de musicien. Mais au lieu de la reconnaissance chaleureuse qu'il espérait, McCartney se tourna vers sa femme de l'époque, Heather Mills, et dit « Oh, Heather, notre petit Phil est un peu fan des Beatles. » C'était censé être une plaisanterie, mais pour Collins, ce fut dévastateur. Il admit plus tard, dans des interviews et dans ses mémoires Not Dead Yet publiés en 2016, que la remarque lui avait semblé condescendante. Un rappel qu'aux yeux de McCartney, il ne serait jamais un égal, juste un autre fan. « J'ai pensé, espèce d'enfoiré, se souvient Collins, avouant qu'il n'a jamais oublié à quel point ce moment l'avait rabaissé. Pire encore, il avait l'impression que McCartney dégageait une aura de supériorité, comme si les autres devaient être reconnaissants rien que de se tenir en présence d'un Beatle. Collins expliqua « Il a cette façon de te faire sentir que je sais que ça doit être difficile pour toi parce que je suis un Beatle. » Ce qui blessait le plus n'était pas la plaisanterie en elle-même, mais la perte d'une illusion. Pendant des décennies, McCartney avait été un héros. Désormais, Collins voyait une autre facette, distante, méprisante, presque cruelle dans sa désinvolture. Lorsque Collins publia plus tard l'histoire dans ses mémoires, McCartney le contacta, mais la réponse fut loin d'être réparatrice. « Je n'ai pas reçu de fleurs », déclara Collins sèchement. « J'ai eu plutôt un « passons simplement à autre chose ». Ce n'était pas l'excuse qu'il avait espérée. La tragédie de cette rupture réside dans le contraste. Collins parlait souvent avec affection de George Harrison, qu'il avait autrefois piégé à propos d'un crédit oublié sur All Things Must Pass, mais d'une manière qui s'était terminée dans le rire et la chaleur. Avec McCartney, il n'y eut ni rire ni résolution. Juste une remarque cinglante qui brisa l'admiration d'une vie entière. Collins résuma la douleur avec une honnêteté déchirante. « McCartney était l'un de mes héros. Et j'aurais préféré ne jamais le rencontrer. » Kurt Cobain. Quand le grunge a fait de Collins l'ennemi. Au début des années 1990, le monde de la musique a basculé.
L'excès néon et la production léchée des années 1980 semblaient soudain dépassés. Un nouveau son émergea de Seattle, le grunge, brut, chaotique et sans concession. En son cœur se trouvait Kurt Cobain, le prophète réticent d'une génération désillusionnée. Et tandis que Phil Collins avait déjà conquis les classements et bâti une carrière dont la plupart ne pouvaient que rêver, pour Cobain, il représentait tout ce qu'il fallait abattre. En 1991, Collins n'était pas seulement une rockstar, il était une institution. Avec Genesis, il avait dirigé le rock progressif vers la sphère pop, et en solo, il dominait les ondes avec des titres comme In the Air Tonight, Against All Odds et Another Day in Paradise. Ses albums se vendaient à des millions d'exemplaires, il avait des Oscars et des Grammy Awards, et son visage était partout. Mais pour Cobain, c'était l'image même de ce qu'il méprisait. Un rock aseptisé, corporatif, un dad rock qui n'avait rien à voir avec la rage et le désespoir qui nourrissaient le grunge. En 1992, au sommet de la gloire de Nirvana après la sortie de Nevermind, Cobain donna une interview restée célèbre à Melody Maker. Elle demeure l'une des attaques les plus dures que Phil Collins ait jamais subies. « Tu sais ce que je déteste dans le rock ?» demanda Cobain avant d'asséner le coup. « Je déteste Phil Collins, tout ce white male soul. Je déteste aussi les t-shirts tie-dye. Je n'en porterai pas un à moins qu'il ne soit teint avec l'urine de Phil Collins et le sang de Jerry Garcia. » C'était cruel, c'était graphique et c'était inoubliable. En une seule phrase, Cobain ne rejetait pas seulement Collins en tant que musicien, mais en faisait le symbole de tout ce qui était faux et creux dans l'industrie. Pour Cobain, Collins incarnait ce que le grunge existait pour détruire, un visage lisse et souriant associé à une musique trop sûre. Collins était devenu l'establishment, le système même que Cobain estimait empoisonner le rock. Pour Collins, l'insulte était un rappel amer. Aucun succès ne pouvait le protéger du mépris. Il ne s'en prit jamais directement à Cobain. Pas d'interview amère, pas de réplique furieuse, mais la blessure était là, et elle resta. En 1993, Collins sortit Both Sides, un album qui dépouillait la production brillante de ses œuvres précédentes. Il l'écrivit, l'enregistra et le produisit presque entièrement lui-même, créant quelque chose de brut et personnel. Certains y virent une réponse discrète au grunge, la preuve que Collins pouvait être aussi introspectif et dépouillé que ses critiques l'exigeaient. Pourtant, le timing fit que l'album fut souvent considéré comme la tentative désespérée d'une star vieillissante de rester pertinente dans un monde qui avait déjà tourné la page. Tragiquement, il n'y eut jamais de réconciliation possible. Cobain se suicida en avril 1994 à seulement 27 ans, un an après la sortie de Both Sides. Pour Collins, la querelle se termina non par une résolution, mais par le silence. Il reconnaîtra plus tard l'impact de Nirvana sur la musique, allant même jusqu'à louer leur influence sur une nouvelle génération. Mais lorsqu'on l'interrogeait sur la haine qu'il inspirait chez les jeunes artistes, il haussait simplement les épaules et disait « Je pense qu'il est devenu à la mode de me détester. Je comprends. Je n'étais pas cool. » L'affrontement entre Collins et Cobain fut plus qu'une querelle personnelle. Ce fut une guerre générationnelle. L'un symbolisait l'establishment grand public, l'autre, la rébellion qui voulait l'incendier. Et au milieu se trouvait un héritage façonné, autant par le ressentiment que par l'admiration. Led Zeppelin. Un concert de rêve devenu cauchemar. Certaines querelles dans le rock naissent dans les studios ou lors de disputes en coulisses. Mais l'affrontement de Phil Collins avec Led Zeppelin commença sur l'une des scènes les plus emblématiques de l'histoire, Live Aid en 1985. Cela devait être un moment de triomphe, une célébration mondiale de la musique et de l'humanité. Pour Collins, qui avait déjà joué à Wembley à Londres avant de monter dans le Concorde pour Philadelphie, cela aurait dû être l'un des sommets de sa carrière. Au lieu de cela, ce fut l'une des nuits les plus humiliantes de sa vie. À cette époque, Led Zeppelin était des légendes en exil.
Leur batteur, John Bonham, était décédé en 1980 et le groupe avait annoncé qu'il ne pouvait continuer sans lui. Pour Live Aid, toutefois, Robert Plant, Jimmy Page et John Paul Jones acceptèrent de se réunir pour une seule nuit. Le problème était qu'il leur fallait un batteur. En réalité, ils en prirent deux, Phil Collins et Tony Thompson de Chic. Collins, alors au sommet de sa carrière solo, pensait simplement accompagner Plant et Page sur quelques titres. Il ne reçut pas de setlist complète. Il ne répéta pas. Sa seule préparation, comme il l'admit plus tard, fut d'écouter Stairway to Heaven durant le vol en Concorde au-dessus de l'Atlantique. Lorsqu'il arriva à Philadelphie, les avertissements tombèrent immédiatement. Robert Plant l'attira à part. Jimmy Page est belliqueux. Collins allait vite comprendre pourquoi. Lorsqu'il tenta de passer en revue l'introduction de Stairway, Page claqua sèchement. « Non, ce n'est pas comme ça. » La chimie était glaciale et le temps de répétition, à peine 2 heures, bien insuffisant pour mettre le set en place. Quand le concert commença, la catastrophe se déroula sous les yeux de millions de spectateurs. Ils jouèrent Rock and Roll, Whole Lotta Love et bien sûr Stairway to Heaven. Mais le résultat fut décousu, lent et douloureusement désynchronisé. Collins, coincé derrière sa batterie avec presque aucune préparation, se sentit comme un intrus sur scène. « Si j'avais pu quitter la scène pendant Stairway, je l'aurais fait », admit-il plus tard. Mais imaginez les gros titres. Phil Collins quitte Led Zeppelin à Live Aid. Je suis resté, j'ai mimé, j'ai fait semblant de jouer pour tenir le coup. La riposte fut immédiate. Jimmy Page ne perdit pas de temps pour rejeter la faute sur Collins, déclarant au Times que le batteur n'arrivait pas à commencer rock and roll et que le groupe avait été en grande difficulté. Même Robert Plant, assis à côté de Collins lors d'une interview après le concert, lâcha une phrase passive-agressive. « Nous trois, nous savions ce que nous faisions, et tout le monde a fait de son mieux. » John Paul Jones se contenta de fixer Collins, ce qui en disait assez. Collins était furieux. « J'étais énervé, » admit-il plus tard. « Peut-être que je ne connaissais pas le matériel aussi bien que Jimmy le voulait, mais je n'étais pas le seul problème. Si vous regardez la vidéo, vous voyez Jimmy Baver, Robert qui rate ses notes, et moi, j'essaie juste de m'écarter. » Il décrivit tout l'événement comme « une erreur » et « un désastre ». La prestation fut si mauvaise que Led Zeppelin refusa de l'inclure dans le DVD officiel de Live Aid. Il voulait l'effacer de l'histoire. Mais Internet n'oublie jamais, et les images circulent encore aujourd'hui. Un rappel permanent de cette nuit désastreuse. Pour Collins, la tragédie était qu'il avait toujours admiré John Bonham, qu'il considérait comme l'une de ses plus grandes influences. Être publiquement humilié par les propres camarades de Bonham fut ressenti comme une trahison. Il résuma amèrement des années plus tard, « Ils auraient dû laisser tomber. On ne peut pas remplacer Bonham par 2 batteurs et espérer que ça marche. » Ce qui aurait dû être une collaboration historique entre 2 générations de rock devint au contraire l'un des chapitres les plus sombres de sa carrière. Une nuit de décalage, de sourires forcés et de regards glacés que Collins ne pardonna jamais vraiment. Pink Floyd, quand le respect s'est transformé en mépris. Phil Collins n'a jamais prétendu être fan de Pink Floyd. Dès ses premières interviews et jusqu'à ses dernières années, il a admis ouvertement que leur musique ne le touchait tout simplement pas. « Je les ai vus au Marquis avec Arnold Layne », se souvenait-il dans une interview de 2014. « Mais ça ne m'a rien fait. » Contrairement à de nombreux musiciens qui cachèrent leur indifférence par respect, Collins fut direct. Il préférait l'énergie des débuts de Yes ou la musicalité de Jethro Tull. Bien que Genesis ait souvent été mis dans le même panier progressif que Floyd, Collins lui-même n'a jamais senti qu'ils appartenaient à la même catégorie. « J'étais dans un groupe qu'on a toujours rangé dans la même boîte que ceux-là », déclara-t-il un jour. « Mais je n'ai jamais senti que nous étions vraiment dans la même boîte. Mais nous l'étions probablement. » Une remarque révélatrice, autodérisoire, mais aussi l'aveu qu'il n'avait jamais adhéré à la comparaison. Pendant un temps, la distance entre Collins et Pink Floyd sembla sans conséquence,
une simple question de goût. Mais Roger Waters alla bien plus loin. En 1992, au plus fort de son amertume post-Floyd, Waters donna une interview à Musician Magazine et lança ce qui reste l'une des attaques personnelles les plus brutales que Collins ait jamais subies. « J'ai l'impression de toujours finir par attaquer le pauvre Phil Collins », ricana Waters. « Il est symptomatique de beaucoup de ce qui ne va pas dans l'industrie musicale. » Lui ne serait pas d'accord et ses fans non plus. Mais j'ai le sentiment qu'il fait semblant d'être un auteur-compositeur ou un rocker. C'est un rôle. C'est pourquoi c'est insatisfaisant. Les mots furent cinglants. Pour Waters, Collins était l'ennemi de tout ce que la musique devait représenter. Pour lui, l'art consistait à affronter la guerre, la folie et la décadence de la société. Ses chansons étaient des fresques épiques, saturées de métaphores et de douleurs. Collins, en revanche, écrivait sur le divorce, le chagrin, le regret, des chansons que des millions de gens pouvaient fredonner dans leur voiture. Pour Waters, c'était de la légèreté commerciale. Pour Collins, la musique de Floyd était trop lourde, trop sérieuse, et souvent trop ennuyeuse. L'ironie était frappante. Les deux hommes vendaient des millions d'albums, remplissaient des stades et définissaient des époques du rock. Mais l'un rejetait l'autre comme prétentieux et sinistre, tandis que l'autre le tournait en dérision comme superficiel et commercial. Collins n'oublia jamais à quel point Waters l'avait méprisé. Des années plus tard, sur un forum de fans, il lâcha « Waters est un peu grognon, mais Gilmour est un gars adorable, adorable. » Du Collins typique, humoristique, discret, mais avec une pointe acérée. Une partie de la tension venait aussi du fait que Collins avait un jour qualifié la musique de Pink Floyd d'ennuyeuse. Il clarifia plus tard « J'ai peut-être dit que je trouvais leur musique ennuyeuse à une époque où j'étais dans quelque chose de plus actif. Je ne les trouve pas particulièrement ennuyeux maintenant, mais je ne m'assieds jamais pour les écouter. » Pour les fans de Floyd, le mal était fait. La remarque devint une arme pour ceux qui le considéraient déjà comme insignifiant. Il y avait aussi l'inévitable comparaison avec Genesis. Durant l'ère Peter Gabriel, Genesis était considéré comme l'égal de Floyd dans le panthéon du prog rock. Ambitieux, théâtral, cérébral. Mais lorsque Collins prit la relève comme chanteur, Genesis s'orienta vers des chansons plus courtes et plus pop, exaspérant les critiques mais séduisant le grand public. Pour les puristes comme Waters, c'était une trahison du rock progressif. Pour Collins, ce n'était qu'une évolution. « Nous ne voulions plus écrire des histoires fantastiques, expliqua-t-il. Nous voulions parler de choses réelles. » La querelle ne fut jamais résolue. Waters continua à mépriser Collins, et Collins continua à hausser les épaules. Au fil des années, Collins s'adoucit un peu, admettant « Je suis probablement devenu plus fan de Floyd ces dernières années que je ne l'étais à l'époque. » Mais le mal était fait. Ils ne collaborèrent jamais, ne s'échangèrent jamais de compliments, ne feignirent même pas le respect. Ce n'était pas une guerre bruyante, mais une guerre froide. Une guerre de philosophie, de goût et d'ego qui laissa Collins pour toujours du mauvais côté de l'ombre de Pink Floyd. Oasis. La querelle de l'Antéchrist. Au milieu des années 1990, Oasis était devenu la voix la plus bruyante d'une nouvelle vague britannique. Insolent, arrogant et désireux de renverser l'ancien ordre, ils voulaient s'imposer comme les nouveaux rois du rock. Pour Noel Gallagher, leur provocateur en chef, il ne suffisait pas de faire des tubes. Il lui fallait des ennemis. Et l'une de ses cibles favorites devint Phil Collins. Avant même que Definitely Maybe ne fasse d'Oasis un nom connu de tous, Noel aiguisait déjà ses couteaux. Dans ses interviews, il présentait Oasis comme l'antidote à la junk food music, mettant Phil Collins et Sting dans la même catégorie jetable. Dans le documentaire Supersonic, 2016, Noel avoua clairement sa mission. On va se débarrasser de Phil Collins et de Sting, de la musique fast-food, de la musique McDonald's. On doit entrer dans les chars et les écraser. Je veux la tête tranchée de Phil Collins dans mon frigo d'ici la fin de la décennie. Et si je ne l'ai pas, ce sera un échec. C'était grossier,
théâtrale et brutale. Collins, qui avait passé la décennie précédente à remplir des stades à travers le monde, se retrouva soudain tourné en dérision comme une blague par une génération plus jeune qui devait pourtant beaucoup de son inspiration aux Beatles. Pour Noël, Collins symbolisait tout ce qu'Oasis voulait remplacer. Une pop polie, d'âge mûr, calibrée pour la radio. Les attaques ne cessèrent pas. Dans les années 1990 et 2000, Noël qualifia régulièrement Collins d'antéchrist. Il l'entraîna même dans la sphère politique. Avant les élections générales britanniques de 2005, il déclara au Guardian « Je voterai travailliste parce que je pense que c'est moralement juste. Une autre raison de voter travailliste, c'est que si les conservateurs gagnent, Phil Collins menace de revenir vivre ici. Et soyons honnêtes, aucun de nous ne veut ça. » Une phrase assassine, qui fit de Collins non seulement un ennemi musical, mais aussi une cible culturelle. Longtemps, Collins résista à la tentation de répliquer. Mais après des années d'insultes, il finit par craquer. Dans une interview télévisée, il qualifia les frères Gallagher de « types horribles ». Ils sont grossiers et pas aussi talentueux qu'ils le pensent. Ils n'arrêtent pas de s'en prendre à moi, ce que je trouve étrange. Ce fut l'une des rares fois où Collins riposta ouvertement. Et pourtant, même là, il tenta d'adoucir le propos. Il admit aimer certaines de leurs chansons, que leur style inspiré des Beatles lui plaisait musicalement. Ce qu'il ne supportait pas, c'était leur comportement. Puis vint l'épisode le plus surréaliste. En vacances à Mustique, Collins fut invité à jouer un petit set dans un bar local. À son arrivée, assis dans un coin, se trouvaient Noël Gallagher, sa femme, Johnny Depp, Kate Moss et un député travailliste. Collins tente de tendre la main, invitant Noël à le rejoindre pour une jam. Noël refusa. Sa femme lança une remarque cinglante sur la récente tentative de Collins à la guitare. Gêné, Collins se retira au bar. Kate Moss, sentant le malaise, vint ensuite s'excuser. Mais quand Collins commença à jouer, Noël et son entourage se levèrent et quittèrent les lieux. L'amertume se transmit même à la génération suivante. Noël plaisanta plus tard dans une interview en disant que les enfants de Collins avaient un jour pris Liam Gallagher pour lui et l'avaient confronté. Ils l'ont engueulé en disant « Pourquoi tu t'en prends toujours à notre père ?» Quand j'ai entendu ça, j'ai pensé « J'espère vraiment que quelqu'un a filmé. » Il en rit. Mais pour Collins, cette querelle n'avait plus rien d'amusant depuis longtemps. Dans les années 2010, Noël s'adoucit légèrement, admettant que la remarque de l'antéchrist était flippante et exagérée pour les faits. Mais il ne put s'empêcher de lancer de nouvelles piques, affirmant aimer In the Air Tonight, mais trouvant que Another Day in Paradise était de la merde. Collins, lassé par des années de coups bas, rejeta l'insulte politique comme une mauvaise interprétation. Je me fiche qu'il aime ma musique ou pas. Ce qui m'importe, c'est qu'il commence à dire aux gens que je suis un connard à cause de ma politique. C'est une opinion basée sur une vieille citation mal comprise. Ce qui aurait pu n'être qu'une blague générationnelle se transforma en l'une des rivalités les plus étranges de la musique britannique. Pour Noël, se moquer de Phil Collins devint un insigne d'honneur. Pour Collins, ce fut un rappel que même un immense succès ne pouvait le protéger du mépris. Et la plus triste ironie de toutes, les deux hommes adoraient les Beatles, mais là où Collins cherchait le respect de ses idoles, Oasis utilisa cette même influence comme une arme pour le rabaisser. La carrière de Phil Collins fut remplie de triomphes dont peu de musiciens pourraient rêver. Pourtant, derrière les tubes et les ovations, il portait les cicatrices de rivalité, de rejet et de trahison. Qu'il s'agisse de l'arrogance d'Oasis, du venin de Kurt Cobain, de la froideur de Paul McCartney ou des sarcasmes philosophiques de Roger Waters, Collins endura tout et s'en souvint. Même les batteurs qu'il admirait autrefois devinrent pour lui les symboles de ce qui, selon lui, avait mal tourné dans la musique. À présent, la question vous est posée. Pensez-vous que Phil Collins avait raison de dire ce qu'il pensait de ces légendes, ou bien a-t-il gardé ses rancunes trop longtemps? Dites-le nous dans les commentaires.
N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez appris quelque chose de nouveau et abonnez-vous pour plus d'histoires sur les batailles cachées de l'histoire de la musique.